Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble des concepts clés de la sécurité web. On se base sur une série de questions-réponses techniques assez pointues. Oui, l'objectif c'est de décrypter un peu l'essentiel sur, disons, deux types de vulnérabilités. Mhm. Les injections SQL et puis les conditions de concurrence, les fameuses RAS conditions. Voilà, comprendre les points cruciaux, même sans être forcément un expert en cyber. C'est ça. On va extraire la substance de ces échanges pour voir comment ça marche, comment on les trouve et pourquoi c'est important. Alors, prêt? On commence avec l'injection SQL. Une des premières choses à faire, c'est tester une URL, non? Genre, ajouter une apostrophe. Exactement. index.php.id égale 1, apostrophe, par exemple. C'est un test de base, mais très révélateur. On regarde comment l'application réagit. Et ça, il faut le faire, connecter et déconnecter, c'est ça? Ah ouais, absolument. C'est fondamental. Une faille peut exister pour un admin, mais pas pour un visiteur lambda, ou l'inverse. Faut être exhaustif. D'accord. Et j'ai lu aussi quelque chose sur les temper scripts. Ça sert à quoi, ça? Les tamper scripts, c'est... comment dire? C'est des petits bouts de code qui vont modifier l'apparence d'une attaque SQL. Le but, c'est de tromper les WAF, les pare-feux applicatifs. Ah, pour passer sous le radar. Voilà. Par exemple, transformer union en union. Le WAF ne reconnaît plus la signature, mais la base de données, elle, comprend toujours. Des outils comme SQL Map font ça très bien d'ailleurs. D'accord. Et SQL Map peut même extraire des données avec dump, c'est ça? Tout à fait. Si l'injection est réussie, on peut souvent récupérer le contenu de la base. Intéressant. Et dans le même esprit de recherche d'infos, il y a les Google Docs. Oui, alors ça, c'est utiliser Google de manière avancée pour trouver des failles ou des infos sensibles exposées publiquement. Genre, chercher inurl.config, Pour trouver des fichiers de configuration. par exemple. Ou même inurl.index.php id égale 1 pour trouver des pages qui crachent des erreurs SQL visibles par tout le monde. Ces erreurs, elles trahissent souvent une vulnérabilité. On peut aussi chercher des mots comme password ou DB dans les URL. Oui, inurl.password, inurl.db, ce sont des classiques. Bien sûr, les sites essayent d'éviter ça avec le fichier robos.txt, mais c'est pas une vraie sécurité, juste une indication pour les moteurs de recherche. Parlons aussi du path traversal. C'est encore une manipulation d'URL, non? C'est ça. L'idée, c'est de remonter dans l'arborescence du serveur pour lire des fichiers auxquels on ne devrait pas avoir accès. Le grand classique, c'est .etc.password. Pour lire des fichiers système sensibles. Exactement. Et là, la vérification manuelle devient super importante. Pourquoi? Les outils ne suffisent pas? Disons que les outils automatisés peuvent lever des alertes, trouver des indices, mais ils font aussi des faux positifs, c'est-à-dire qu'ils signalent une faille qui n'existe pas vraiment. Ah, d'accord. Donc il faut qu'un analyste confirme. Voilà. Il faut vérifier si le path traversal est réel, s'il permet vraiment de lire des choses intéressantes et quel est l'impact réel. Et pour automatiser un peu ces tests, on a des outils comme Burp Suite, Intruder. Oui, Burp Intruder est très utile. Il permet d'envoyer plein de requêtes HTTP en faisant varier une partie, le payload. On lui dit où injecter différentes tentatives. Pour tester l'injection SQL ou le path traversal avec plein de variantes. C'est exactement ça. On définit la position d'injection et on lance une liste de payloads. Bien. Changeons de sujet. Passons aux race conditions, les conditions de concurrence. C'est un autre type de problème, lié au timing cette fois. Tout à fait. Une race condition, c'est quand le résultat d'une opération dépend de l'ordre ou du moment où plusieurs actions se produisent en même temps, ou presque. Souvent liées à des accès concurrence à une ressource. Comme essayer d'utiliser un code promo plusieurs fois très vite. C'est l'exemple parfait. Envoyer plusieurs requêtes en même temps pour utiliser le code avant que le système ait eu le temps de l'invalider partout. Ou faire plusieurs virements bancaires en parallèle. Oui, si le système est mal conçu. L'exploitation utilise souvent le multithreading pour envoyer des requêtes quasi simultanées. On joue sur la fenêtre de temps, même infime, entre la vérification et l'action. Et comment on évite ça alors? Il y a plusieurs techniques. Rendre les opérations critiques atomiques, c'est-à-dire indivisibles, ou utiliser des verrous, des locks ou des sémaphores pour qu'un seul processus accède à la ressource à la fois. Un peu comme un feu rouge pour les données? C'est une bonne image, oui. On peut aussi restructurer le code pour éviter ces états partagés critiques. Et chose amusante, parfois la latence du réseau peut aider l'attaquant en élargissant cette fenêtre d'opportunité. Ah oui, c'est contre-intuitif. Et pour les détecter? Tests d'intrusion spécifiques, revues de code très attentives et des outils d'analyse statique peuvent aider à les repérer. Mais c'est souvent assez subtil. Bon, si on résume, pour les injections SQL,
tester les paramètres d'URL, l'apostrophe, tous les états utilisateurs, ne pas oublier les outils comme les TemperScript, Google Docs. Et le Path Traversal pour l'accès aux fichiers hors répertoire web. Exact. Et pour les race conditions, c'est une question de timing, d'accès concurrent à une ressource partagée. Fais une bonne synthèse. Et pour conclure, peut-être une question à méditer. Je vous écoute. Vu que les systèmes sont de plus en plus complexes, interconnectés, est-ce que la prochaine grande faille viendra pas d'un composant isolé, mais de l'interaction imprévue, un peu chaotique, entre des systèmes qu'on pensait surindividuellement? Une sorte de vulnérabilité émergente de la complexité elle-même. C'est une excellente question pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.